Alors, bonjour, chers collègues et amis. Nous allons entamer donc cette première table ronde de l'après-midi du congrès de la journée de pédiatrie de Fès. Je tiens d'abord à remercier l'Amicale des pédiatres de Fès pour leur invitation et pour l'excellente organisation de cette journée. Donc, table ronde sur les pathologies pédiatriques et j'appelle la première oratrice, Madame le professeur Idrissi du CHU de Fès, qui va nous présenter la cholestase du nourrisson, ou les cholestases du nourrisson. À vous la parole, professeur. Merci. Je voudrais préciser que vous avez 20 minutes pour la présentation, pour qu'on puisse discuter un petit peu de ce sujet particulièrement important. Vous m'arrêtez quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Alors, merci Madame Thimo. Bonjour tout le monde. Alors, je vais parler de la cholestase et je ne suis pas si sûre que ce soit une bonne idée de parler de la cholestase après un repas si copieux que ça. On n'est pas sûr si on va bien digérer, mais en tout cas, on va essayer. Alors, la cholestase du nourrisson, c'est parler effectivement des situations particulières de l'ictère du nouveau-né et de l'ictère du nourrisson qui se caractérise par un blocage du débit de passage de la bile à travers les voies biliaires dans l'intestin, avec tout ce qui suit. Donc l'absence de passage dans l'intestin va donner une malabsorption des lipides, une malabsorption des vitamines A, D et toutes les complications qui en découlent. Et l'accumulation des acides biliaires au niveau du foie va altérer la cellule hépatique, avec tout ce qu'on va voir comme conséquences biliaires par la suite, et va passer au niveau de la circulation pour passer vers le rein, et c'est pour ça qu'on va avoir des urines qui sont foncées, et elle va s'accumuler au niveau de la peau, et c'est pour ça qu'on va avoir du prurite. Et donc cette physiopathologie résume en fait le tableau clinique que vous connaissez de la cholestase, qui est fait de sels décolorés par le non-passage au niveau des intestins, les urines foncées par le passage excessif au niveau des urines, par le prurite, par dépôt des acides biliaires et par la lésion hépatique. Alors, ce qui nous intéresse en tant que clinicien en matière de cholestase, c'est de s'orienter parce que là, s'il y a une pathologie en pédiatrie où les étiologies sont innombrables, c'est bien la cholestase. Et c'est pour ça que Mme Thimo tout à l'heure a dit les cholestases, effectivement. Alors, vous avez toute une batterie de choses que vous connaissez, les pathologies malformatives, les anatomiques, les pathologies métaboliques, génétiques et infectieuses. Alors, la liste qui est devant vous, c'est la liste qu'on revisite à chaque fois de façon presque systématique devant tout enfant qui présente, ou bien un nourrisson qui présente une cholestase. Mais cette liste est longue, mais il n'y a pas que ça. Alors, regardez l'autre liste qui est moins gras et où vous voyez d'autres pathologies qui sont moins fréquentes, mais qui sont toujours possibles. Et c'est ce qui explique que parfois, on est coincé devant les cholestases. On n'est pas toujours orienté vers la bonne cause dans toutes les situations. Donc, effectivement, pour pouvoir s'orienter, qu'est-ce qu'on a besoin, de quoi on a besoin en tant que praticien? On a besoin de quelques éléments d'orientation qui soient parfois cliniques et parfois biologiques. Donc, à travers un certain nombre de cas cliniques, on va voir comment s'orienter vers l'une ou vers l'autre cause. Et on va prendre le premier, Mourad, qu'on a reçu à 1 mois de vie pour ictère. Alors, dans ses antécédents, il n'y a pas de notion de consanguinité. La grossesse et la période périnatale se sont déroulées sans particularité. La maman est de groupe A positif. Il avait consulté à la période néonatale précoce un J3 de vie pour ictère, qualifié de physiologique. Et il a reconsulté un J8 pour un ictère qui est persistant, pour lequel on va le mettre sous photothérapie et on va le laisser partir. Alors, j'aimerais bien que ce soit un petit peu interactif pour faire profiter tout le monde. Alors, à l'interrogatoire, on ne note pas de signes infectieux. La maman rapporte la notion des urines qui sont foncées, mais des selles qui sont jaunes, avec quelques zones blanchâtres. Et pour elle, c'était normal parce que c'est le lait. On va avoir des zones blanchâtres dans les selles parce que c'est le lait. Alors, est-ce que c'est une notion qui est exacte? Est-ce que c'est une notion qui est fausse? On va voir. Alors, l'examen clinique a trouvé un ictère sur fond rose avec une hépatomégalie à 8 cm, c'est déjà pas normal, et sans splénomégalie. Et au niveau des couches, on note des selles jaune pâle. Vous
oui, les couches, ça fait partie de l'examen clinique d'un enfant ou d'un nourrisson qui se présente pour ictère. Il faut examiner les couches, il faut voir et revoir peut-être sur 2 ou 3 jours la couleur des selles pour s'assurer qu'il s'agisse vraiment de cholestase ou pas. Et là, je rappelle les plus jeunes d'entre nous que parler de la cholestase ou bien parler de selles décolorées, c'est parler des selles qui sont jaunes pâles ou des selles qui sont beiges, et il n'y a pas uniquement les selles qui sont blanc mastic. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être uniquement axé sur le blanc mastic, mais il y a d'autres couleurs qui signifient la cholestase. Maintenant, on revient à notre enfant. Cholestase chez un nourrisson d'1 mois, et on reprend la même liste de départ, la liste la plus souvent revisitée. Est-ce qu'il s'agit d'une atrésie des voies biliaires, d'une embryophotopathie, là juste 1 mois, d'un syndrome d'Alagille, une maladie de Biller, une mucoviscidose, un déficit en alpha-antitrypsine, un kyste du cholédoque, une cholangite sclérosante, c'est possible aussi à cet âge, c'est rare, mais c'est possible. Une lithiase biliaire, là aussi c'est exceptionnel, mais c'est possible. Un syndrome de bile épaisse et une maladie métabolique. À quoi pensera-t-on d'abord chez ce nourrisson de 1 mois qui se présente pareil? L'urgence dit qu'il faut éliminer une atrésie des voies biliaires. Vous avez lu dans mes diapos, c'est sûr. Alors, l'atrésie des voies biliaires, c'est la principale des choses. Ça, on cesse de le répéter pour nos étudiants de 4e année et on le répète toujours. Pourquoi? Parce que c'est parmi les causes des premières cirrhoses qu'on voit s'installer dans la vie. Si vous voyez un nourrisson d'âge très petit, 3 mois, 4 mois, avec une cirrhose, c'est plutôt une atrésie des voies biliaires qui a évolué vers la science et qui a été négligée probablement. Donc l'urgence veut dire ça. Mais comment y arriver? Comment pouvoir se débarrasser des autres diagnostics qui vont nous déranger? On va faire, bien sûr, un bilan. Alors l'échographie. Donc c'est là où on a besoin de quelques éléments d'orientation, effectivement. Et tous ces éléments d'orientation qu'on va visiter ici, ça vient des recommandations de la Société nord-américaine et de la Société européenne de gastro-entérologie, nutrition et hépatologie pédiatrique. Donc, quels sont ces éléments d'orientation clinique dont on a besoin? Devant toute cholestase, si les selles sont totalement décolorées et de façon permanente, il faut suspecter d'abord les obstacles sur les voies biliaires extra-hépatiques. Ces obstacles sur les voies biliaires extra-hépatiques sont dominés d'abord par l'atrésie des voies biliaires, bien que l'atrésie des voies biliaires soit une cholestase intra- et extra-hépatique dans la majorité des cas. Et en plus, il y a des autres choses que vous connaissez, qui sont plutôt chirurgicales, le kyste du cholédoque, la lithiase, la rupture de la voie biliaire principale, la sténose du cholédoque et finalement la cholangite sclérosante qui est assez exceptionnelle. Maintenant, quand vous avez des selles qui sont partiellement décolorées, comme la présentation de tout à l'heure, ou de façon intermittente, c'est-à-dire il peut avoir une selle maintenant normale, mais après 4 heures ou 5 heures, il va avoir des selles décolorées, d'accord? Et pour ça, il faut suspecter d'abord un obstacle intrahépatique, mais il ne faut toujours pas oublier la possibilité de l'atrésie des voies biliaires. Pourquoi? On va voir pourquoi. Bien, alors, les autres éléments d'orientation dont on a besoin. La présence d'une hépatomégalie qui est souvent là, dans une cholestase, il faut savoir la classer. Est-ce que c'est une hépatomégalie importante et ferme? Et là, on est en sous-hépatique. D'accord? Est-ce qu'elle est molle? Est-ce qu'elle est juste modérée? Ça, ce sont les choses intrahépatiques. Maintenant, pour la splénomégalie, normalement, elle n'est pas présente dans une atrésie des voies biliaires. Donc, si vous voyez une splénomégalie, c'est-à-dire que déjà, vous êtes un peu rassuré. Il n'y a pas la grande urgence, parce que l'atrésie, c'est l'urgence de 45 jours. Ça, vous le savez, il faut qu'il soit opéré dans ces délais-là. Donc, une fois qu'on a une splénomégalie, on peut s'orienter vers l'une de ces choses, principalement une photopathie, une maladie métabolique et surtout la Niemann-Pick de type C qui peut se manifester à cet âge. On ne va pas dire le gaucher parce que le gaucher c'est un peu plus tardivement. Et les signes neurologiques de Niemann-Pick ne vont venir que tardivement dans la vie. Ou qu'on est déjà dans une étape d'HTP. C'est-à-dire qu'on peut être dans l'atrésie des voies biliaires, mais pas à 1 mois. C'est-à-dire qu'à partir de 3 mois, on peut évoquer toujours ce diagnostic d'atrésie, mais qui est compliqué de cirrhose et d'HTP. Maintenant, on revient à notre malade. Que demander chez notre malade? Vous avez toute une batterie d'examens qu'on demande de première intention et ces examens sont basés sur la liste de tout à l'heure, sur la liste de première intention aussi. Donc vous avez parlé tout à l'heure de l'échographie abdominale et on va passer les autres que vous voyez devant vous un par un.
Alors, l'échographie abdominale était normale chez notre patient. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Rien. Ça n'exclut pas une atrésie des voies biliaires. Oh là là, c'est fort. Ça n'exclut pas une atrésie des voies biliaires. Pourquoi? Oui, la confirmation est histologique. Quel est alors l'intérêt? Pourquoi on a demandé l'échographie? Puisque si elle est normale, elle n'élimine rien. Déjà, il faut chercher les... Très bien. Ouais, je lis aussi dans tes idées. Alors, l'échographie est demandée, effectivement, pour voir soit un signe direct d'atrésie des voies biliaires, c'est-à-dire l'absence de visualisation de vésicule biliaire malgré un jeûne prolongé, soit des signes indirects qui sont quoi? Un kyste biliaire, par exemple, une polysplénie, par exemple, un situs inversus, qui peuvent orienter vers l'atrésie. D'accord? Maintenant, ça c'est en concernant l'atrésie. Maintenant, l'échographie permet d'éliminer d'autres choses, notamment un kyste du cholédoque, une litière, une perforation et les autres choses chirurgicales. Donc, c'est toujours important de demander une échographie, mais si elle est normale, elle n'élimine pas une atrésie, on va voir toujours pourquoi. Pareil pour l'histoire des selles partiellement décolorées. Alors, cet enfant va finir par entrer en bloc. Sinon, on pourrait faire une bili-IRM auparavant. Et la bili-IRM, quel est son apport, quelle est sa certitude dans le diagnostic d'atrésie voie biliaire? Ce n'est pas à 100%, et c'est pour ça qu'on a préféré d'aller au bloc. Et au bloc, on tombe effectivement sur une atrésie des voies biliaires. Cet enfant a subi une intervention de Kasai. Bien, alors après l'intervention de Kasai, il ne faut pas oublier certaines choses. C'est ce qu'on appelle les traitements adjuvants de l'atrésie. Et c'est les corticostéroïdes qui permettent de diminuer un petit peu l'inflammation post-op et ça va aider à retarder l'installation de la fibrose ou empêcher carrément. Vous savez que le 1/3 des malades opérés pour Kasai n'évoluent pas vers la fibrose et vers la cirrhose. D'accord? Comme on peut mettre l'acide urso-désoxycholique pour ses effets immunomodulateurs surtout. Maintenant, on a tout à l'heure dit pourquoi. Voilà pourquoi. Parce que dans l'atrésie des voies biliaires, il y a plusieurs types. Et regardez dans le type B et le type E, vous avez quand même un passage à travers une vésicule biliaire qui est là. Donc dans tous les autres, on a une atrésie complète, surtout la vésicule, et parfois aussi le cholédoque. Mais ici, dans ces deux formes-là, on a un passage, c'est ce qui explique l'intermittence parfois des selles décolorées, et ce qui explique parfois ce qu'on avait dit tout à l'heure, l'échographie qui peut être normale. On passe au deuxième cas clinique. Ryan, qui a 18 mois, qui consulte pour ictère cholestatique plus prurite, 18 mois, prurite, consanguinité de premier degré, grossesse et accouchement RAS, pas de syndrome infectieux, hépatomégalie dure à 9 cm, splénomégalie à 1 travers de doigt, reste de l'examen RAS. Qu'est-ce qu'on a ici comme élément d'orientation qu'on a déjà vu auparavant? Il y a des choses qu'on n'avait pas encore vues, mais qu'est-ce qu'on avait vu auparavant? L'hépatomégalie, comment elle est? La splénomégalie, elle est présente. Oui, alors le prurite, on ne l'a pas encore vu comme élément d'orientation. Maintenant, on fait presque le bilan de tout à l'heure avec moins quelque chose, parce que là, il est âgé de 18 mois, on ne va pas faire les sérologies, torches notamment, etc. Alors tout à l'heure, effectivement, on a zappé peut-être une étape des sérologies. Et cet enfant que j'avais présenté initialement, le petit de 1 mois, avait une sérologie CMV positive. Et juste le message, il ne faut pas s'arrêter sur une sérologie positive pour dire qu'il n'y a pas autre chose. Il faut toujours que ce soit un diagnostic d'élimination, il faut toujours passer par toute la liste avant de dire que c'est dû uniquement à une CMV. Bien, je reviens ici pour dire que l'échographie abdominale chez ce deuxième patient de 18 mois avait montré une hépatosplénomégalie, une ascite, les voies biliaires qui étaient normaux, normal. On a confirmé la cholestase, le TP était normal, les gamma-GT, l'activité de gamma-GT était normale. L'électrophorèse des protéines a montré la présence du pic alpha-1, donc il n'y a pas de déficit en alpha-1 antitrypsine. L'écho-cœur, on est allé même à faire une écho-cœur malgré qu'il n'y avait pas de souffle à l'auscultation. L'écho-cœur était normal, la radio du rachis était normale, pas de vertèbre en aide de papillon. Test de la sueur n'a pas été fait. Vos remarques sur le bilan? Qu'est-ce qu'on peut retenir d'anomalie sur le bilan? Comme anomalie. GGT normal, alors que dans la cholestase, dans la majorité des cas, on a des GGT qui sont élevés. Alors, quand vous avez des GGT normaux, vous laissez passer tous les autres diagnostics, sauf 2, d'accord? Qui sont la maladie de Biller, effectivement, le PFIC, c'est le FIC,
progressive, familiale, intrahépatique, cholestasis, 1 et 2, parce que dans le type 3, il y a toujours les gamma-GT qui sont élevés. Ou bien, le deuxième diagnostic, c'est le déficit de synthèse des cellules biliaires primaires. C'est un déficit congénital qui est très rare. Mais à l'occasion des gamma-GT normaux, il faut en parler, il faut l'évoquer. Donc la maladie de Biller est une cholestase fibrogène familiale qui s'associe avec un prurite intense et que ça commence très rapidement dans la vie. D'accord? C'est pour ça que j'avais marqué prurite. Alors, il se classe en deux. J'ai dit tout à l'heure que le 1-2 gamma-GT normal, type 3 gamma-GT élevé, donc il faut se méfier toujours du type 3. Mais on est rassuré parce que le FIC2 représente 50% de la maladie de Biller, c'est le plus fréquent, donc gamma-GT dans la majorité des cas normal. Et le traitement est basé sur l'acide ursodesoxycholique. On peut faire une dérivation chirurgicale, biliaire externe, et bien sûr, à la fin, c'est la transplantation hépatique. Le deuxième, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est une maladie exceptionnelle, a une deuxième particularité en dehors des gamma-GT qui sont normaux, c'est qu'il n'y a pas de prurite. Donc une cholestase sans prurite chez un grand enfant doit faire évoquer ce diagnostic et on peut parler d'un traitement ici qui est l'acide cholique. C'est excessivement cher, mais ça existe actuellement au Maroc. Donc juste pour le savoir. Bien, le troisième cas clinique, Mohamed, âgé de 5 mois. Consanguinité de 2e degré, ictère constaté depuis 1 mois. Des selles partiellement décolorées, donc je reprends à peu près les mêmes tableaux et c'est ça la difficulté en pratique. En fait, on tombe sur les mêmes tableaux cliniques, mais chacun va s'orienter vers une case. Alors, selles partiellement décolorées, des urines foncées, pas de prurite, pas de syndrome hémorragique. Qu'est-ce qui serait intéressant ici d'analyser? Hein? L'ictère a été constaté depuis 1 mois, c'est-à-dire à l'âge de 5 mois. C'est une bonne notion à prendre en considération, le début de l'apparition de la cholestase, oui. On passe alors, pour ne pas perdre du temps, la consanguinité. On n'a pas tardé tout à l'heure sur la consanguinité, on le fait maintenant. Bien sûr, quand on trouve une consanguinité dans un tableau de cholestase, on doit chercher les maladies génétiques, les maladies métaboliques qui sont dominées par cette liste que vous voyez devant vous. La mucoviscidose, la tyrosinémie, le déficit en alpha-antitrypsine avec des différences de fréquence entre l'une et l'autre, le PFIC, le syndrome d'Alagille et les cytopathies mitochondriales. Pour certaines, il y a un traitement, mais pour d'autres, il n'y a pas de traitement. Donc, il faut commencer par des choses qui sont traitables, curables. Bon, pas forcément ce qu'on a maintenant. Alors, on revient à notre cas. À l'examen, on trouve une hépatomégalie modérée et molle. Donc, on est dans les choses intra-hépatiques. Le nourrisson est déshydraté. Il est hypotrophe. Pas de dysmorphie. Pas de souffle. Et le reste, rien à signaler. Qu'est-ce que j'ai mis là, en dehors de l'hépatomégalie, qui nous ramène vers les choses intrahépatiques? Qu'il est déshydraté. Et Abdelhadem a demandé des couches, il est polyurique. C'est une tyrosine. Très bien. Alors, bilirubine, ça confirme la cholestase, les gamma-GT élevés, on n'est pas dans le biliaire ni dans les déficits primitifs. Les transaminases sont à peine à 3 fois la normale. TP à 45%, donc là on a soit une insuffisance, soit c'est une cholestase. Pour comment faire la différence entre les deux, je vais faire vite. Le TP de la cholestase se corrige rapidement sur vitamine K, alors que le TP de l'insuffisance prend beaucoup de temps, voire il ne se corrige pas, c'est en fonction de la cause. Et puis, quoi encore, on peut faire le dosage du facteur 5 et du fibrinogène pour pouvoir faire la différence entre insuffisance hépatique et cholestase. Ça, on va le voir peut-être dans le deuxième topo sur l'insuffisance. La radio du rachis était normale, le PP était normal, c'est-à-dire il n'y a pas de déficit en alpha 1. Alors, on passe pour s'orienter selon cette notion du TP qui est bas. Donc, quand on a des signes d'insuffisance hépatocellulaire, on pense à ces choses-là. On peut éliminer les autres. C'est-à-dire, voir une atrésie des voies biliaires à 1 mois, à 15 jours de vie avec TP bas, c'est pas possible. D'accord? Peut-être à un stade de cirrhose, oui, à partir de 3-4 mois, c'est possible. Alors, hépatite infectieuse. Alors, l'infectiologie, c'est ce qu'il faut évoquer d'abord, surtout dans notre contexte, etc. Les embryophotopathie, syphilis, toxo, rubéole, un choc septicémique, des infections virales non hépatitiques, CMV, herpès, j'ai dit bien non hépatitique. Parce qu'à cet âge, mais surtout au début, pendant les 4 à 6 premières semaines, on ne doit pas évoquer les hépatites A, B et C. Ça, il faut l'oublier de votre prescription. Ça va juste alourdir l'ordonnance pour votre patient et ça va servir à rien du tout. Alors, les hémopathies qui sont dominées par les lymphohistiocytoses,
Les maladies métaboliques qui sont dominées par ça, c'est les choses les plus fréquemment vues, mais bien sûr, il y a d'autres choses. La galactosémie, la fructosémie, la tyrosinémie de type 1, la cytopathie mitochondriale, et on peut tomber sur l'hémochromatose néonatale ou bien périnatale. Et l'hémochromatose périnatale, c'est une insuffisance hépatocellulaire dès la première semaine de la vie. Donc c'est un peu... Bien, alors on fait un bilan. Bilirubine totale, ça confirme la cholestase alors. Gamma GT élevé, transaminase 3 fois la normale, comme j'ai dit tout à l'heure, TP à 45%. Est-ce que ça élimine des choses et ça garde des choses par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure comme élément d'orientation sur l'insuffisance hépatocellulaire? Ça peut éliminer quoi? Des transaminases qui sont à peine élevées, les hépatites. En général, les hépatites infectieuses, c'est une cytolyse très importante, beaucoup plus importante que ça. Donc, on est plutôt dans les causes métaboliques et c'est pour ça qu'on a fait l'alpha-fetoprotéine. Et tout à l'heure, on a parlé de la déshydratation pour dire qu'il a une tubulopathie associée et toute tubulopathie associée à une cholestase doit faire évoquer ce diagnostic. Tout à l'heure, le professeur Rachid Hassan va nous parler de la tyrosinémie, donc je ne vais pas trop tarder là-dessus. On a juste fait une ferritinémie comme ça pour avoir le cœur net, elle était normale. Il ne s'agissait pas d'une hémochromatose. Et juste pour rappel, l'alpha-phétoprotéine, ça s'interprète en fonction de l'âge. D'accord? Il y a des limites qu'il faut... des limites de chiffres élevés qu'il faut connaître et qui se situent généralement aux alentours de 1 mois, 2 mois de vie. Donc effectivement, on a fait le dosage de succinéacétone dans les urines. On peut faire aussi la chromatographie des acides aminés pour s'assurer de ce diagnostic devant l'atteinte hépatique et tubulaire. Et je passe, ou là je m'arrête, c'est quand vous voulez. Le temps est terminé, je vois. La discussion, je passe vite. Alors, fin 8 mois, consanguinité 2e degré, ictère constaté depuis 2 mois. Sel partiellement décoloré, là aussi, urine foncée, prurite. Vous imaginez un nourrisson de 8 mois qui se gratte. Pas de syndrome hémorragique. Le prurite commence généralement à partir de 4 mois. Il est exceptionnel avant. Pas de syndrome hémorragique. À l'examen clinique, pas d'hépatosplénomégalie, front large, yeux foncés, souffle systolique. Je ne complète pas plus que ça, mais c'est juste pour dire que devant une cholestase, rien que par l'inspection, on peut s'orienter vers un certain nombre de choses qui sont ce que vous voyez. Alors, dysmorphie, comme je l'ai décrit tout à l'heure, dysmorphie avec un front large, saillant, un menton petit, triangulaire, des yeux enfoncés, ça doit faire évoquer le syndrome d'Alagille. Une trisomie 21, ça doit nous faire orienter vers une atrésie des voies biliaires d'abord. L'arthrogrypose, ça doit nous faire évoquer l'ARC syndrome, c'est-à-dire l'arthrogrypose, atteinte rénale et cholestase, ça c'est des pathologies génétiques qui sont très rares, et l'ichthyose doit nous faire évoquer une cholangite sclérosante. Le niche, c'est ichthyose avec cholangite sclérosante, et ça c'est exceptionnel. Alors effectivement, vous l'avez deviné, c'est un syndrome d'Alagille et il faut chercher les autres choses que vous connaissez, il faut faire une radio du rachis là, il faut faire une écho-cœur pour tomber sur une sténose de l'artère pulmonaire, l'embryotoxon au niveau des yeux, etc. Alors, juste pour dire un mot sur le traitement du syndrome d'Alagille, parce que c'est énervant le prurite du syndrome d'Alagille. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a, en plus de la vitaminothérapie qui est systématique pour toutes les cholestases, l'AUDC, c'est-à-dire l'acide urso-désoxycholique, la rifampicine qui a un bon traitement et de première intention de prurite, mais il y a aussi les thérapies de 2e ligne, comme les inhibiteurs de la sérotonine, les antagonistes des opioïdes, le naloxone qu'on connaît comme antimorphinique, et il y a les traitements chirurgicaux qui sont la dérivation biliaire et finalement la transplantation hépatique. Et là, récemment, il y a d'autres thérapeutiques qui sortent, le maralixibat qui a apparemment montré de bons résultats en matière d'Alagille. Je termine par ça. Il faut laisser ça comme diagnostic d'élimination, c'est ça ma conclusion finalement. La cholestase néonatale bénigne récidivante n'est pas un diagnostic à évoquer d'abord. D'accord ? Ça, c'est des choses qui se résolvent de façon spontanée avec l'âge. Ça peut récidiver effectivement, mais on ne doit pas l'évoquer avant de passer par toute la liste de tout à l'heure. Le syndrome de bile épaisse, pareil. Après une hémolyse, on a tendance à évoquer ce diagnostic, mais il ne faut pas oublier les autres. Et la cholestase sur nutrition parentérale exclusive prolongée, ça, normalement, vous avez un contexte qui l'évoque et il faut la laisser en dernier. Je vous remercie. Merci, professeur. Merci, professeur Idrissi, pour cette excellente présentation dans laquelle vous avez explicité un petit peu toutes les études de raisonnement diagnostique de la cholestase. Et comme c'était interactif, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de questions, puisque les questions et les réponses ont été données au fur et à mesure. Néanmoins, en attendant que la présentation soit placée sur le PC, on peut donner la parole pour quelques interventions.
Oui, juste remarque pour les nourrissons moins de 1 mois ou moins de 6 semaines, lorsqu'on suspecte l'atrésie de voie biliaire, je pense que c'est un enfant qui doit passer par la chirurgie pédiatrique et rapidement éliminer le plus possible et faire par excès l'exploration. Et après, c'est normal. Je te remercie. Et j'ai toujours dit que ces petits nourrissons doivent d'abord être hospitalisés en chirurgie pédiatrique, éliminer d'abord l'atrésie avant de nous... Et c'est le contraire qu'on fait maintenant. On doit faire les torches, on prend beaucoup de temps. Parfois, les malades viennent et reviennent et on perd des... D'accord, pour rien. Il faut qu'ils soient d'abord hospitalisés en chirurgie. Oui. Effectivement, il y a un accord dans notre service avec les chirurgiens qui consiste à faire un bilan minimal, mais qui ne contient pas les torches. Parce que l'hôpital ce sont de les torches. jour, Oui, effectivement, parfois. C'est en fonction de l'âge, effectivement, de l'enfant qu'on fait et de la place disponible. Moi, je voudrais dire que devant toute ictère prolongée, pensez à l'atrésie des voies biliaires. Avant de rentrer dans la cholestase et pas